Anne-Marie Geneviève ne peut pas être là ce soir, donc c'est moi qui la remplace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Bertrand, je suis maître de conférence ici à l'Observatoire. Et j'ai l'honneur de vous présenter nos deux conférenciers du jour. Donc Yves Desdevises, professeur à cette université et directeur du laboratoire depuis 2020. Et Guy Jacques, directeur de recherche au CNRS émérite, écologue et océanographe, qui vont tous les deux nous parler de l'histoire du laboratoire. Donc laboratoire à Arago. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer. Voilà, merci d'être là ce soir et puis je leur laisse la parole. Merci. Donc vous l'avez compris, ça va être une conférence à deux voix. Donc moi je vais brièvement parler de la jeunesse du labo. Alors je dis brièvement, on va le dire souvent, c'est vrai qu'en une heure, on est obligé finalement de résumer l'histoire de ce qui est maintenant l'Observatoire océanologique de Bagnols. Donc peut-être que les gens ici présents connaissent bien certaines parties de cette histoire et pourront peut-être être déçus qu'on ne l'approfondisse pas ou qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas Voilà, on est obligé de résumer finalement en une seule heure, puisque une fois que moi j'aurai parlé vraiment brièvement de la jeunesse du laboratoire, Guy prendra la parole pour parler du développement des activités de recherche du début du laboratoire jusqu'aux années 2000. Ensuite, moi je parlerai des activités d'enseignement, pareil, de leur développement de la jeunesse du laboratoire jusqu'à peu près l'état actuel. Je parlerai aussi un tout petit peu de l'aquarium et puis je conclurai en résumant là encore où on en est maintenant et ce qu'on fait maintenant, ce qui se passe au labo depuis les années 2000, mais sans rentrer évidemment dans les détails. Voilà. Alors notre histoire, elle commence au 19e siècle. On va se placer à peu près à la moitié du 19e siècle sur la Côte Vermeille, que vous reconnaissez ici. Donc à l'époque, c'est une région qui est reculée, qui est peu fréquentée, qui est difficile d'accès. Il n'y a pas de train. Si on se met à la moitié du 19e siècle, il n'y a pas de train. Donc il faut imaginer qu'on voyage beaucoup en diligence. Et en diligence, ça ne va pas très vite. Sur la Côte Vermeille, on a essentiellement des villages de pêcheurs. Les gens sont pêcheurs ou vignerons, ou souvent les deux, donc pêcheurs-vignerons. Donc on le voit ici, voilà, Collioure à l'époque, Bagnols, sans ses arches, Port-Vendre ici probablement. Donc le tourisme... Bagnols. Je me doutais qu'on allait... Les réponses qu'on cherche, on allait les avoir assez facilement. Le tourisme, c'est encore un concept. Le tourisme, ça s'est vraiment développé au XXe siècle. Donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, Bagnols aussi ici. Alors, pour arriver au sujet qui nous concerne, l'étude des organismes marins est en développement, ça se développe. Maintenant, il est compliqué d'étudier les organismes marins dans leur milieu. La plupart des universités où sont les scientifiques sont dans de grandes villes, qui ne sont pas nécessairement proches de la mer. Donc venir étudier les organismes marins dans leur milieu, eh ben, ça veut dire de la logistique, du déplacement, on ne peut pas emmener beaucoup de matériel, je l'ai dit, le train est encore peu ou pas développé. Donc les scientifiques qui venaient par exemple déjà ici, dans la région, devaient loger chez l'habitant, ou loger à l'hôtel, installer comme ils pouvaient des bassins, ils avaient des outils un peu rudimentaires, donc les conditions, le renouvellement de l'eau, tout ça, c'était pas très facile, et puis au moment on finissait par les mettre dehors parce que ça sentait pas bon. Donc c'était difficile de pouvoir étudier les organismes dans leur milieu, et souvent on les étudiait, on les attrapait, on les prélevait, on les conservait dans du formol, dans de l'alcool, et on étudiait en fait beaucoup des organismes morts, loin de leur lieu de vie. Henri de la Casse-Dutier, si on se place à peu près en 1870, était un de ces spécialistes des organismes marins. Donc il est né en 1821, on a fêté son bicentenaire l'année dernière. À la cinquantaine, il est déjà un spécialiste très reconnu des organismes marins. Il a voyagé beaucoup, il a connu ces conditions difficiles. Et lui, il est professeur à l'Université de Paris. Il a été avant ça professeur à Lille, dans le labo de Louis Pasteur, notamment.
Lui, il veut mettre à l'honneur l'étude de ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler la zoologie expérimentale, c'est-à-dire pouvoir étudier les organismes dans leur milieu et pas simplement leur morphologie, leur anatomie. Donc pour ça, il faut pouvoir être mieux installé. Lacaze a vraiment fait beaucoup pour développer sa carrière de zoologiste marin. Il a fait ses nombreux voyages, il connaît les conditions difficiles. Et pour pouvoir étudier les organismes marins dans de meilleures conditions, il fonde en 1872 la station biologique de Roscoff, dans le Finistère. Cette station qui d'ailleurs au départ s'appelait Laboratoire de zoologie expérimentale. Mais au bout de quelques années, assez rapidement, il se rend compte que les conditions sont encore rudimentaires, tout au départ de la formation de la station, et puis il se rend compte que le climat est quand même dur. On est à la fin, on est en 1872 jusqu'en 1880 à peu près, qu'il ne peut pas avoir travaillé toute l'année sur ces organismes marins à cause du climat en particulier, et donc il décide de fonder, moins de 10 ans après avoir fondé la station de Roscoff, le laboratoire Arago à Banyuls. Donc là, la construction a commencé en 1881 et s'est achevée en 1882. Donc cette année, on fête nos 140 ans. Et c'est d'ailleurs les 150 ans de la station biologique de Roscoff aussi, où de grandes festivités auront lieu cette année. Donc pour pouvoir fonder le laboratoire Arago, le nom du laboratoire Arago vient du nom de François Arago, que connaissait bien Lacaze-Dutier. Donc ici, vous voyez le laboratoire Arago. Alors pas à sa fondation, il n'y avait pas les deux ailes sur le côté. Donc très rapidement, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Donc là, on est encore en travaux, mais des travaux, il y en a eu à peu près tout le long des 140 ans de l'histoire du laboratoire Arago. La ville de Banyuls lui donne le terrain, lui donne 12 000 francs pour la construction, c'était beaucoup à l'époque, et une rente annuelle de 500 francs. La ville lui donne aussi le premier bateau du laboratoire Arago, c'est le Balancelle ici, qui a été assez rapidement appelé le Lacaze-Dutier, qui est le premier bateau d'une longue série que Guy développera bien mieux. En retour, si j'ose dire, Lacaze-Dutier offre à la ville de Banyuls le premier aquarium français en Méditerranée, donc dès 1885. C'est le deuxième aquarium tout court en Méditerranée, après celui de Naples de 1872. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque, d'avoir un aquarium. Vous remarquez d'ailleurs sur cette photo, je reparlerai un peu de l'aquarium un peu plus tard, à côté des bassins, il y a des tableaux noirs. On sent déjà que la médiation scientifique était déjà présente. Il s'agissait juste de regarder des organismes marins. Alors on voit ici Lacaze à côté de son organisme fétiche, dont il était sans doute à l'époque le plus grand spécialiste, le corail rouge. Et vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition de l'an dernier qui était consacrée à Lacaze-Dutier, donc l'exposition sur le parvis en face du laboratoire, Lacaze-Dutier était un excellent illustrateur et un artiste. Donc on voit ici en bas Lacaze-Dutier dans sa propriété dans un village en Dordogne, dont il a été maire à 2 reprises, et c'est là qu'il est mort, en 1901, mais il a tenu à ce que son corps soit rapatrié, et si j'ose dire rapatrié, puisqu'il était originaire aussi du Lot-et-Garonne, mais il a voulu être enterré à Banyuls, donc sa tombe est derrière le laboratoire, qu'on peut bien sûr encore voir maintenant, et il a été donc rapatrié dans son Banyuls en 1900. Merci. Oui, alors pour toute station marine de terrain, il y a bien sûr des nécessités d'avoir une bibliothèque, des navires, un service de plongée, un aquarium, un enseignement spécialisé, une revue scientifique. Je vous parlerai des 3 premiers points parce que ce sont ces services qui ont connu peut-être leur maximum d'expansion dans la période 1960 à 2000. Curieusement, Lacaze-Dutier met pratiquement en tête la nécessité d'une bibliothèque. Ça peut étonner. Et il dit qu'elle est encore plus importante à Banyuls qu'à Roscoff. On revient sur le problème du transport. Il fallait pratiquement 2 jours pour venir à Banyuls, alors que pour Lacaze-Dutier, à Roscoff, si on avait oublié un ouvrage, si on l'avait perdu, si on le consultait, on pouvait aller plus facilement à Paris. Donc, la bibliothèque. Voilà cette très belle photo que vous voyez dans l'entrée qui montre du temps de Rakovica à la bibliothèque. Vous voyez qu'il y a peu de femmes et que si on n'est pas barbu, apparemment, on ne fait peut-être pas la fête. Cette bibliothèque, donc, elle a été enrichie beaucoup
par la Case-Dutier lui-même, par des dons, et également par les échanges avec les revues. La revue des archives de zoologie expérimentale, qui est une revue nationale mais pilotée par la Case-Dutier, puis plus tard, il en reparlera par Vie et Milieu. Les échanges ont permis d'enrichir la bibliothèque. On voit la bibliothèque dans les années 60-90, elle était dans l'ancien bâtiment. De toute façon, au début, entre 60 et 80, il n'y avait que le bâtiment là-bas. C'est-à-dire que les gens étaient beaucoup plus groupés, se rencontraient beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, vous savez, elle est juste derrière ici, et il y a une évolution des bibliothèques. À notre époque, il n'était pratiquement pas question de débuter une thèse sans avoir fait une bibliographie complète dans son domaine. Maintenant, certains chercheurs, bon, avec l'afflux aussi des publications, sont peut-être un petit peu moins rigoureux, et surtout, ils ont sur leur ordinateur toutes les revues. Donc ils n'ont plus la nécessité d'y avoir des bibliothèques. C'est d'ailleurs assez dramatique. Si on prend les 3 stations dépendantes de Sorbonne Université, Villefranche a perdu sa bibliothécaire, Roscoff a encore une bibliothécaire et part à la retraite en août, elle ne sera pas remplacée. Ici, heureusement, nous avons encore 2 bibliothécaires qui jouent un rôle important d'archiviste aussi. Parce qu'il y a des archives ici très importantes, et la bibliothèque du laboratoire Arago est, dans le domaine de la biologie marine, une des plus importantes d'Europe. Alors, les navires, bon, il y avait bien sûr des petits navires, mais si on fait, Yves vous a parlé donc de la balancelle ou l'yacht, qui est une embarcation plutôt de nature des Baléares, la Case-Dutier. Ensuite, si vous voulez, les navires, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour les directeurs. D'abord, il y a eu des périodes sans navire, qui quand même pour un marin pose un gros problème. Quelquefois, il a fallu les acheter, quelquefois il y a eu des dons. Les directeurs même du laboratoire, certains ont participé financièrement à l'achat des navires. La programmation même des sorties sur les navires, elle a été la plupart du temps faite par le laboratoire Arago. Puis vers les années 80, ça a été une programmation faite au niveau national. Alors, le premier bateau, c'était le Roland, qui a été offert par Roland Bonaparte, qui était féru de zoologie. Il a offert de l'argent pour acheter ce Roland. Ensuite, on va devant le laboratoire, la construction sur des plans du directeur Pruvot du Roland 2, qui est un navire en bois, qui est peut-être plus adapté d'ailleurs, avec l'aide financière du directeur. Mais la guerre est arrivée, ce qui fait qu'après, l'Orvé a été donné, qui est un bateau métallique pas très facile à utiliser, il a été donné en 1908 comme dommage de guerre, puisque la marine avait réquisitionné le Roland en 1916. Ensuite, en même temps, il y a eu le Saint-Vincent. J'aime bien cette photo parce qu'au pied du mât, vous voyez un homme en costume, c'est en fait un grand phycologue, Jean Feldman, dont on reparlera un petit peu plus tard. À l'époque 60, 65, 90, au moment de l'âge d'or de l'océanographe sur le laboratoire Arago, il y a eu 2 navires très importants. Le Lacasse-Dutier, le professeur Lacasse-Dutier, qui était un chalutier et qui a été refondu en 1964 avec une hélice à pas variable, un sondeur qui a été modernisé, qui a vraiment permis des recherches d'océanographie. Et en même temps, il y avait un bateau plus petit, la Néréis. Vous avez sa sœur, maintenant la Néréis 2, un petit peu la même allure. À partir de 1978, il y a eu un navire qu'on peut dire créé par l'Institut national des sciences de l'univers, qui était un navire de façade, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'il n'était pas totalement attaché avec nous, il y avait une programmation nationale. Il était en service 18 ans, le Lacasse-Dutier était en service 35 ans, et la Néréis, la première, 40 ans quand même. C'est des bateaux qui ont quand même duré certains temps. Donc là, je vous ai mis les deux navires que vous pouvez voir dans le port de Magousse régulièrement, qui servent. Alors, il y avait aussi la plongée. Yves a déjà montré une photo, si vous voulez. Louis Boutan a été le premier à prendre des photographies sous-marines, premier au monde. Il y a eu un petit développement de la plongée. Il faut bien comprendre que ces scaphandres pieds lourds ne sont pas adaptés à l'étude biologique. Donc en fait, après il y a eu un creux, il a fallu attendre l'arrivée. Là, on voit encore différentes photos de cela. Et il a fallu, en fait, attendre l'arrivée du scaphandre autonome, développé et implanté en France par Pierre Drache, qui était directeur du laboratoire Arago, et qui a déjà demandé à son prédécesseur, Georges Petit, directeur, de créer des salles de plongée. Et dans les années 70, il y a eu peut-être 7 ou 8 thèses de jeunes chercheurs qui ont été faites à partir d'observations et de prélèvements en plongée en scaphandre autonome.
le scaphandre autonome, après, il y a régulièrement eu des stages à Banyuls de formation des chercheurs à la plongée biologique, avec notamment Alain Coutet, qui a été un fidèle du laboratoire Arago, et on le sait, maintenant la plongée est utilisée dans tous les milieux, y compris en Antarctique. Alors, dans les successeurs, vous avez la liste des directeurs. Avec Yves, l'autre jour, on a fait la remarque que finalement, ça fait peu de directeurs pour 130 ans. Vous avez des mandats, le premier, il avait des mandats de 23 ans. Et quand on regarde la période plus récente, pratiquement tous les directeurs ont fait 2 mandats, à l'exception de Gilles Boeuf et de Vincent Laudet. Donc ça fait relativement peu de directeurs. Alors, j'ai fait quelques choix. Voilà une photo qui montre de gauche à droite Émile Rakovica, Louis Boutan, donc celui que vous avez parlé, l'initiateur de la photographie sous-marine, et Georges Prévost, le directeur. Alors un petit mot sur Rakovica, c'est quand même quelqu'un d'assez fascinant. Il a d'abord participé à une expédition antarctique à bord de Belgica avec Louis de Gerlache. Après, il a été passionné par les cours de la classe du quai, il est venu au laboratoire Arago, il a été directeur adjoint du laboratoire Arago, co-directeur des archives de zoologie expérimentale, et c'est lui qui, après une visite de la grotte du Drache en Espagne, a lancé la biospéologie dans le monde. Et après, il est retourné en Roumanie, mais il était tellement implanté à Banyuls que quand il est parti, il a eu un hommage particulier de la mairie de Banyuls. Et si vous achetez le livre Biographie roussillonnaise qui comprend des scientifiques, vous trouverez Rakovica dedans. Alors, il a également été l'initiateur et l'organisateur de l'hôpital militaire. Pendant la guerre de 14-18, pendant 2 ans, le laboratoire Arago est devenu l'hôpital militaire pendant 2 ans, avec un médecin, Paul Vintrebert, membre de l'Académie, et qui a travaillé très longtemps à Banyuls. Donc cet hôpital militaire, après, a été fermé. Donc là, on a encore quelques personnalités du laboratoire Arago, et on en vient à un autre directeur très important, bien sûr, c'est le protistologue Édouard Chaton, directeur du laboratoire Arago pendant 10 ans, 37 à 47. On le voit ici avec André Lvov, prix Nobel de physiologie et de médecine en 65. Voilà des personnalités remarquables. Chaton est connu pour avoir réalisé de superbes planches de cours. Je crois qu'il y a eu une exposition aussi au laboratoire. Et il y a eu 2 ouvrages faits par des personnes différentes, dont Marie-Odile Soyer, qui sont sortis l'an dernier sur les illustrations zoologiques de Chaton. Alors un directeur important, parce qu'à mon avis, si on prend la période 60-2000, le véritable démarrage approfondi du laboratoire Arago, il est dû à Georges Petit. Georges Petit, qui a été directeur, c'est lui qui a lancé vraiment le laboratoire sur des rails nouveaux. On le voit là, dans une conférence avec tout le laboratoire Arago et assistant. C'est lui qui a développé complètement, par exemple, les études des étangs. Je crois que maintenant, il n'y a pratiquement plus d'études sur les étangs, mais il y a eu une période sous l'impulsion de Petit, avec Henri Boutière, où le laboratoire Arago s'est intéressé, ce n'était pas le sujet dominant, mais s'est intéressé aux étangs avec la station de Sigean-Bellevue. Alors, un autre domaine, on voit qu'il y a des domaines qui, je l'ai dit, bon, il n'y a plus d'études sur les étangs, l'écologie terrestre. Vous avez là une vue du Maastricht, où il y a le biodiversarium, la partie maintenant terrestre du biodiversarium, où il y a eu quand même, dans les années 65 à 90, une équipe, techniciens compris, d'une petite dizaine de chercheurs, hein, avec notamment Travet, qui est encore parmi nous, et si vous voulez, ça a développé évidemment, il y a eu beaucoup de recherches sur la forêt de la Massane, la hêtraie de la Massane, et la Massane est devenue, comme vous le savez probablement, une réserve nationale. Et il y a donc encore de l'écologie terrestre qui se fait à la Massane, mais il n'y a plus d'équipe d'écologie terrestre au laboratoire Arago. Alors, une extension majeure dans 2 domaines entre 60 et 2000. Tout d'abord en océanographie. Alors là aussi, je serai sélectif, je ne parlerai pas de tout. Je vais parler comme par hasard du plancton. C'était une grande époque pour l'océanographie, même dans le monde. La petite équipe du laboratoire Arago, une dizaine de personnes, elle s'est en fait fondue dans une équipe beaucoup plus grande que l'on voit en haut, prise sur le Jean Charcot,
lors d'une des premières campagnes, ce qui fait que les laboratoires de Marseille, de Villefranche et de Bagnoul, ceux deux associés, ont formé un groupe Mediprod et pendant 20 ans, nous avons dû mener une vingtaine de campagnes sur les grands navires français, en Méditerranée bien sûr, sur les côtes nord-ouest africaines, dans le Pacifique. Et en 1977, j'ai emmené ce groupe un petit peu dans l'Antarctique, sur le Marion Dufresne 1, donc dans l'océan austral. Après, il y a eu le Marion Dufresne 2. Et c'est toujours mes successeurs qui ont poursuivi ce programme. On a même profité d'une campagne européenne à bord du navire allemand brise-glace Polarstern en mer de Weddell. Et je vous montre cette image qui est remarquable. Elle n'est pas due à notre époque, elle est due parce que ce programme antarctique se poursuit sous la férule de Stéphane Moulin du laboratoire Arago. Et là, vous avez une photo magnifique. Vous voyez l'île de Kerguelen à gauche. Tout ce qui est rouge, c'est des concentrations très fortes en chlorophylle. Et vous avez là l'endroit du monde où il y a le plus fort puits de carbone de l'océan mondial. C'est-à-dire que la photosynthèse utilise le CO2 de l'atmosphère, fabrique de la matière organique, dont un petit pourcentage rejoint les sédiments à échelle géologique, et c'est le principal puits de carbone. Alors Kerguelen, il faut le savoir, c'était un petit peu un laboratoire hors les murs pour le laboratoire Arago. Il y a eu pendant une vingtaine d'années, tous les ans, y compris avec des hivernages, un développement dans deux domaines. La microbiologie marine avec Daniel Delille notamment et ses élèves, et puis l'équipe de Bentos qui avait étudié ici le Bentos rocheux du golfe du Lion en collaboration avec les géologues et sédimentologues de Perpignan, a fait de très longs séjours à Kerguelen. Ça donc c'était deux des programmes. Ce qu'a, à mon avis, été en océanographie la découverte majeure du siècle dernier, c'est quand même celle des sources hydrothermales. Alors le laboratoire Arago a quand même une tradition importante d'études des grands fonds. Vous voyez à gauche, cette étude des grands fonds, ça c'est dans le REC, la case Dutier, que dans les années 60 à 63, Lucien Laubier, qui était directeur adjoint du laboratoire, et Daniel Ress ont commencé à faire des plongées. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est toujours un endroit intéressant qui est suivi, qui est un véritable observatoire, qui est encore suivi par le laboratoire Arago, parce que c'est des endroits très menacés par la pêche dans les REC détruit évidemment beaucoup d'organismes, mais également par le réchauffement climatique. Moi j'ai même écrit un article qui doit être un scénario type mer Noire pour la Méditerranée est possible, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que le réchauffement des eaux va empêcher le mélange des eaux et l'envoi d'oxygène vers les couches profondes. Alors là vous avez Aline Fiala qui est embarqué sur les deux bathyscaphes français, sur les deux américains et sur les deux japonais, et qui a fait des plongées sur la dorsale est-Pacifique, sur la dorsale médio-atlantique, dans les différentes fosses du monde, et également même dans le delta du Nil. Alors en même temps, il y a eu un développement très important de la biologie cellulaire et moléculaire. J'ai mis une petite photo de Jacques Demaille, qui était alors le directeur des sciences de la vie du CNRS, et lors d'un colloque du CNRS à Garchi, dans la Nièvre, en 1985, je m'étais opposé beaucoup à lui parce que j'essayais de défendre l'écologie marine, et lui garantissait que les laboratoires marins, ça serait le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire. Je dois dire qu'il avait raison. Si vous allez, ici déjà, il y a pas mal de biologie cellulaire, et si vous allez à Roscoff, pratiquement, un laboratoire qui s'est hyper développé, c'est pareil à Villefranche aussi, parce que l'océanographie est quand même un peu en régression. Donc au départ, Marie-Odile Soyer, ici présente, est venue seule, théoriquement pour un mois, elle est restée toute sa vie. Petit à petit, elle a développé une équipe très importante, qui est montée jusqu'à 35 personnes, quand même, avec un modèle quand même prioritaire, si on ne trouve pas les dinoflagellés, division cellulaire, régulation du cycle cellulaire. Et alors, maintenant, si vous avez à gauche, j'ai marqué un dinoflagellé, à droite, j'ai osé mettre le plus petit eucaryote du monde, Ostreococcus Dori, qui a été découvert dans les Tonto par Claude Courty. Pardon? C'est la Nautilus. Ah oui, d'accord. Donc qui est le plus petit unicellulaire du monde et qui est maintenant un modèle biologique dans beaucoup de laboratoires, y compris ici. Encore une discipline qui a disparu, la phycologie. Il y a eu 100 ans de phycologie au laboratoire sans qu'il n'y ait jamais vraiment d'équipe
développé. Ça a commencé par Sauvageau et Dangeard dans les années entre 1915 et 1930, et surtout après le professeur Jean Feldman, qui a été le plus grand phycologue, on disait algologue avant, mais maintenant on n'a plus le droit. Alors le plus grand phycologue qui est ici avec Jean-François Boudouresque de Marseille. Ce qui était important, c'est que même s'il y a toujours eu qu'une personne en permanence ici, Madame Pleuvleur qu'on va voir, il y avait chaque année quand même un stage d'algologie qui réunissait des Italiens, des Allemands, des Anglais. Là, on voit à Tübingen en 90 la séance de préparation du stage d'été pour des étudiants européens. Alors, une autre discipline dont il faut parler, qui a disparu elle aussi, l'étude des céphalopodes. Alors, c'est totalement lié aux Suisses. Hasard, il se trouve que Adolf Portmann, vous avez les dates là, s'est intéressé aux céphalopodes dans la région, et il a lancé après une équipe avec 3 personnes, Sigurd Drobelewski, Katharina Mongol, Jules Marty. On dit une équipe, mais eux-mêmes reconnaissent qu'ils s'entendaient bien, mais ils ne travaillaient pas du tout ensemble. Ils travaillaient sur le même matériel, ils faisaient de la physiologie, de la morphologie, de la reproduction, mais ils travaillaient indépendamment. Mais ça a été aussi un pôle d'attraction pour pas mal de chercheurs étrangers, et pas mal aussi de congrès internationaux qui se sont déroulés ici. Voilà par exemple, j'aime bien montrer cette photo de Jean Lecomte, de l'arbre de céphalopode, très joli. Alors, je vous ai dit qu'à l'époque, tout le monde était dans un seul laboratoire, ce qui fait qu'évidemment le mélange entre les disciplines, entre les gens, était beaucoup plus fort. On allait tous à la bibliothèque, quand on allait chercher le courrier au premier étage, tout le monde était là, et les gens se rencontraient en dehors du laboratoire Arago. Ce qui était vrai antérieurement, l'a été très fortement dans cette période. Vous voyez là, notre annexe, c'était le bar Henri, qui n'existe plus sous ce nom-là. On y avait quand même de nombreuses grillades de méchouis, etc., au Maastricht, justement au centre d'écologie terrestre. Et chaque pot de thèse était l'occasion vraiment d'un grand route. Là, vous avez le pot de thèse de monsieur et de madame Soyer, avec la photo en bas à droite, vous avez de gauche à droite le professeur Petit, donc il était directeur de là, à côté Jean-Marie Pérez, le grand océanographe marseillais, monsieur Drache, le directeur du labo, et Lucien Laudier. Alors il y avait les grandes fêtes à la salle capitulaire et aussi à la Villa Vintrobert. Vous savez que le professeur Vintrobert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fait don au laboratoire de choses, notamment de sa villa, qui appartient toujours à où se déroule, où on logeait bien sûr des chercheurs internationaux de grande valeur et qui servait aussi pour les festivités. Voilà votre festivité. Alors moi je termine sur cette photo, elle est un peu triste. On voit là, c'est une photo qui est de Daniel Delisle, qui est prise à Kerguelen, qui montre, d'après ce qu'il m'a dit, c'est Alain Guille et Jacques Soyer qui sont en train de s'éloigner. C'est pour dire que l'océanographie telle qu'on la connaissait, c'est-à-dire une science écologique qui est là pour comprendre le fonctionnement du réseau trophique marin et son rôle sur le cycle du carbone et du climat, c'est quand même en train de s'effacer aussi, pas uniquement du laboratoire où ça quand même, il y a beaucoup moins de campagnes océanographiques. Voilà. Donc, on a parlé que de recherche jusque-là, des activités de recherche, pour comment elles se sont développées, et puis que la première motivation à la création du laboratoire Arago par la case Dutier et de pouvoir faire de la zoologie expérimentale, donc plus tard en océanographie, etc. Maintenant, l'enseignement au laboratoire Arago a également été un des déterminants de sa fondation. Ce n'est pas quelque chose qui s'est greffé après, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée, mais dès le départ, la case Dutier souhaitait aussi contribuer à réveil intellectuel de la France. Il faut savoir qu'il avait été extrêmement affecté par la défaite de la France en 1870, et il attribuait notamment au fait qu'on n'avait pas assez d'élite, enfin qu'il fallait former les savants de demain. Et c'est ce qu'il a écrit donc, dans la revue qu'il avait créée quelques années avant, donc qui s'appelle les Archives de zoologie expérimentale et générale, qui était une revue qui servait en particulier à diffuser ses travaux, puis ceux des stations marines. On a mentionné Vie et Milieu tout à l'heure, hein, on n'en reparlera plus, mais en 1950, la suite un petit peu de cette revue, même si ça a changé un petit peu de thématique, puisque Vie et Milieu est au départ une revue d'écologie générale, mais a été fondée par la suite en 1950 et est toujours une revue qui fonctionne bien au laboratoire. Et dans cette première revue de la case Dutier,
il faisait vraiment part de son souhait de réveiller la France, former des élites, et donc pour ça, eh bien, il fallait les former, en particulier en ce qu'ils connaissaient en sciences marines. À l'époque, ces sciences marines, comme je l'ai dit tout à l'heure, se développaient, et puis se développait aussi la philosophie du positivisme qui consiste à mettre les connaissances à l'épreuve des faits, donc à aller sur le terrain, à pas simplement délivrer un savoir un peu du haut vers le bas avec un professeur qui enseigne aux étudiants du haut de sa chair, mais au contraire, on veut les faire participer, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Donc l'enseignement supérieur s'est mobilisé pour aider à la création du laboratoire Arago, c'est-à-dire qu'avant même que le laboratoire Arago sorte de terre, on voulait en faire un lieu aussi important d'enseignement, bien sûr, adossé à la recherche. Donc Jules Ferry lui-même a été mobilisé pour la construction du laboratoire Arago, qui avait d'abord été d'ailleurs envisagé à Port-Vendre avant que Banyuls n'emporte le morceau, et les directeurs de segment supérieur de l'époque avaient eux-mêmes été mis à contribution pour la création du laboratoire Arago. Alors, à l'époque, la façon dont on pouvait imaginer des enseignements en sciences de la mer, alors c'était soit être bien, dans des grandes villes où on allait avoir des cours purement théoriques, ou alors sur des animaux qui sont préservés dans des conditions qui sont peut-être pas les meilleures. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était compliqué à l'époque, par rapport à un enseignement sur le terrain qui peut vraiment permettre d'appréhender la complexité du vivant, voir les organismes dans leur milieu, leur cycle de vie, en avoir aussi toute une diversité, et c'est évidemment ce que la CAF souhaitait développer dans les stations marines. Alors lui-même, Lacaze-Duthier, avait été formé par de grands naturalistes de terrain, comme Miné-Edouard ou de Blainville. Il avait, je l'ai dit, je pense tout à l'heure, effectué de nombreux voyages, en particulier pour l'étude du corail. Donc il était allé en Corse, aux Baléares, en Algérie, où il avait vraiment pu rédiger un ouvrage extrêmement réputé qui a fait référence de nombreuses années encore après sa mort sur le corail. Il était aussi allé en Bretagne, il a fait fonder Roscoff parce qu'il connaissait bien ces côtes-là. Donc lui était déjà très marqué par le fait d'étudier sur le terrain, et il voulait que les jeunes générations, ses successeurs, soient formés de la même façon. Alors, il est devenu avec le temps un enseignant admiré, respecté, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, les inspecteurs qui évaluaient alors les enseignements notaient son élocution embarrassée, le fait qu'il était très gêné. Alors ça, c'était à l'université de Lille, où il était encore assez jeune, mais avec le temps. Il est devenu vraiment un enseignant respecté, un enseignant admiré de ses successeurs, de ses disciples, qui l'ont écrit à de multiples reprises, et il est devenu un exemple comme d'enseignant universitaire. Alors qu'est-ce qu'on y faisait ? Eh bien, on y faisait des observations, des dessins naturalistes sur la zoologie, la botanique. Donc on classait les espèces selon leurs caractéristiques, comme on le fait toujours maintenant. Les enseignements de base en station marine, c'est toujours apprendre à reconnaître les espèces, à les déterminer, à les classer. C'est toujours des choses dont on ne peut pas se passer et que les jeunes générations veulent apprendre. Alors, on y préparait aussi le certificat de biologie, la grecque de sciences naturelles. Vous avez même ici la liste des premiers, des inscrits en 1888. C'est des choses qu'on faisait encore il n'y a pas si longtemps au labo. Moi-même, c'est forcément très récent, j'ai participé à des formations ici pour la grecque de sciences naturelles avec des élèves qui venaient de Paris et puis qui révisaient très très assidûment ce qu'on leur enseignait. Voilà, donc on voit même ici des recommandations de la CAD qui expliquent qu'il faut travailler, tout est difficile, il faut prendre un sujet et puis s'y livrer servilement, c'est le seul moyen d'arriver à une connaissance parfaite de son sujet. On y organisait des stages de terrain, des stages d'été. Donc en ce moment, on a ici au laboratoire le stage qui est le direct successeur de celui-là. Donc là, vous aviez ces excursions zoologiques au laboratoire Arago, supervisées, dirigées par Lacaze-Duthier, le fondateur, avec, vous le voyez dans les noms des intervenants, des professeurs qui venaient d'un petit peu partout, de Genève, de Marseille, de Lyon, etc.
et puis le programme des explorations de la côte de Banyuls, à Rosas, au Cap Créus, à Cadaqués, etc. Avec aussi quelques visites un peu plus culturelles. Si ça vous intéresse, vous avez même le tarif ici de l'aller-retour en train à 46 francs. 26 heures si je ne me trompe pas. Alors les enseignements, hein, vous avez vu donc on avait des professeurs un peu partout, il en était de même des élèves. Donc les élèves dès le départ venaient de toute l'Europe. C'est toujours des activités qu'on a ici. Donc l'essentiel en fait des effectifs qui viennent en station en temps normal, pas quand on est en période Covid, mais viennent pas forcément de notre université d'attache. Et c'était déjà le cas à l'époque. Alors Odon de Buen, lui, venait à la station du laboratoire Arago avec ses étudiants. Alors Odon de Buen était pour l'Espagne plus important, j'allais dire, que la Casse-du-Tier ne l'était pour la France. C'est vraiment le fondateur de la biologie marine, de l'océanographie en Espagne. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important et qui était très attaché à Banyuls. Hein, la femme d'Odon de Buen est enterrée à Banyuls. Et l'an dernier, cette année, je ne sais plus, par la suite, on a été sollicité par une équipe de tournage espagnole qui est venue ici tourner un reportage sur Odon de Buen et passer entre autres à l'observatoire. Donc on voit aussi dans cet article de l'époque que des savants russes, roumains, suisses, belges, écossais venaient au laboratoire Arago autour de la Casse-du-Tier. Donc la mission d'accueil d'étudiants mais aussi de chercheurs du monde entier, alors plutôt de l'Europe quand même à l'époque, était quelque chose, enfin il y a des Américains aussi ici, était quelque chose déjà de très important. C'est pas venu après. Donc je vais illustrer ça par quelques images prises au fil du temps d'expéditions, de stages de ces étudiants. Donc ici, à la fin du 19e siècle, une excursion dans les montagnes de Lianza, puisque vous avez vu avec l'affiche que j'ai montrée tout à l'heure qu'on allait assez facilement jusqu'en Espagne pour les observations. Ici, un tout petit peu plus tard, dans les grottes de Majorque, des sorties en barque, vous voyez qu'ils étaient à peine moins bien habillés que maintenant. Ici, quelques années plus tard, un stage de l'université de Berne. On a toujours des étudiants qui viennent de Suisse en stage régulièrement à Banyuls, ici sur le terrain. On vient un petit peu de laisser aller du côté vestimentaire par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Ici aussi pour une excursion au départ de la gare. À l'époque, on faisait moins d'excursions en bus et puis je pense que les voitures n'étaient pas aussi démocratisées que plus tard, puisque c'est arrivé assez vite, déjà ici dans les années 50, on commençait à avoir des encombrements gênants devant le laboratoire. Ici un stage de l'université de Toulouse, on n'est pas sûr de reconnaître le prof parmi les élèves. Alors, à Banyuls, comme on l'a dit, c'était vraiment un centre d'études qui était particulièrement adapté pour l'expérimentation. Donc ici, un cours de Georges Petit lui-même, où les élèves expérimentaient, bien sûr, on vient en station marine pour essentiellement faire du travail de terrain, même si on a quelques cours magistraux. Et ce travail de terrain des années 50 ici est exactement le pendant à ce qu'on continue à faire actuellement en station avec nos étudiants. Il y a aussi eu en continu une création de nouveaux enseignements, bien sûr, qui suivaient les développements de la recherche. Donc on a beaucoup parlé d'océanographie tout à l'heure, se sont développés parallèlement, bien sûr, des enseignements en océanographie, puisque c'est tout le propos de l'université, c'est d'avoir un enseignement formé par les chercheurs qui sont en train de faire la recherche. Donc c'est un passage assez direct aux enseignants, aux étudiants qui suivent. Donc le DEA d'océanographie a été fondé dans les années 50, et puis donc des cours commençaient à se donner ici par Georges Petit. Donc voilà ici encore quelques images de récolte d'algues sur la jetée de Micros, donc toujours un petit peu plus tard. Alors on a parlé de stage de plongée, Guy l'a mentionné tout à l'heure pour la recherche, mais ça a également eu des répercussions en enseignement. Alors ici on a une plongée d'étudiants en scaphandre en 1891. Alors je ne pense pas que c'était un enseignement régulier de faire plonger les étudiants en scaphandre, on a plutôt là affaire à une curiosité, comme Guy le disait tout à l'heure, c'est pas un moyen idéal d'aller étudier la faune marine, la faune et la flore marine, mais j'imagine que c'est une expérience qui était assez saisissante. Par contre, les stages d'enseignement de plongée se sont vraiment développés à partir des années 60
Et alors, en fonction de nos contraintes en enseignement, on a pu et on peut toujours actuellement avoir des enseignements de plongée, même si la réglementation rend les choses de plus en plus contraintes. Mais c'est évidemment des choses qui se font maintenant relativement couramment dans les stations marines. Donc on a parlé du développement de la phycologie. Ici vous avez des stages de phycologie. Alors c'est vrai que c'est essentiellement Milouche Ploeffler qui était à l'origine de ces stages, qui ne se donnent plus actuellement. C'est normal aussi que dans une station on a des effectifs qui sont souvent relativement limités. Bien sûr, les enseignements qui s'y déroulent sont le fruit des développements des recherches, mais aussi des spécialités, des gens qu'on y recrute, donc ils peuvent aussi évoluer ou disparaître en fonction de qui est là ou pas. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la fiche du stage d'été du laboratoire Arago. C'est l'équivalent actuel, donc ça c'est la fiche de 2021, je n'ai pas la fiche de 2022, mais la fiche est la même. Et les étudiants sont ici actuellement, seraient ici s'ils n'étaient pas en train de boire un coup invités par la mairie. C'est tombé la même chose. Alors, les stations marines sont aussi un endroit idéal pour ce qu'on a parfois appelé des expérimentations pédagogiques. On a des petits groupes d'étudiants qu'on a toujours avec nous, qui sont en général extrêmement enthousiastes. On a la chance quand même, nous, d'avoir affaire à des étudiants qui sont contents d'être là. Ils sont même, parfois, qui ont même l'air contents de nous écouter. C'est un peu plus compliqué quand on est dans de grandes villes, quand on est à Paris. Ici, on les a en permanence. Et c'est vrai que cette proximité avec les étudiants est quelque chose qui est extrêmement profitable pour eux et qui conduit aussi à des développements d'enseignement particuliers. Par exemple, le développement d'enseignement autour du numérique, donc dans les années 1990, et j'en parlerai dans quelques minutes. On a aussi des développements récents en la matière où on peut être pionnier sur certains types d'enseignement et de pratiques qui ensuite vont se développer plus facilement dans les grandes universités. Par exemple, un grand sujet en ce moment sur le campus parisien, c'est l'enseignement en anglais. Nous, on enseigne en anglais très couramment depuis très longtemps. Il y a 10 ans, 20 ans, on enseignait facilement en anglais. On peut tenter beaucoup plus de choses. Donc depuis, alors je ne vais pas préciser, cette présentation sur la partie enseignement, elle a été faite beaucoup à partir d'un travail qu'a fait Raphaël Lamy, qui est enseignant-chercheur ici et qui d'ailleurs prépare avec Catherine Gessieu un livre sur la Casse-du-Tier. Et Raphaël a compilé, ici à partir des archives du labo, les effectifs des étudiants qui sont passés en station depuis l'origine. Alors on n'a pas tous les années, mais voilà à peu près ce que ça donne. Il y a quelques moments où il n'a pas trouvé les informations. Donc vous voyez qu'il y a eu une augmentation des effectifs étudiants assez importante, puisqu'au début, sous la Casse-du-Tier, il y avait 10-15 étudiants qui venaient en stage, et puis une fois dans l'année. Et puis petit à petit, eh bien, ça a augmenté. On est arrivé jusqu'à plus de 1000 étudiants par an. Actuellement, on est entre 800 et 1000 en fonction des années, en fonction des programmes de cours. Donc le premier enseignant ici était bien sûr la Casse-du-Tier. Quelques dates clés, donc l'arrivée de Georges Petit, les développements des enseignements en océanographie, qui ont produit une montée assez importante des effectifs étudiants, la mise en service du centre d'hébergement le plus important, le Grand Hôtel. Auparavant, les étudiants logés avaient moins de place, étaient à l'annexe qui est juste derrière, qui est désaffecté maintenant, mais on va bientôt rénover derrière ce mur ici. On a mis en service aussi notre nouveau centre, alors il n'est plus très nouveau parce qu'on va fêter ses 10 ans prochains, pour nous il est toujours nouveau, qui est le beau bâtiment rouge, qui est notre centre d'hébergement actuel, qui a remplacé l'autre. Et puis, peut-être que vous avez noté la toute petite barre en 2020, ça c'est l'effet de la crise de Covid-19. Voilà. Donc on a une augmentation importante du nombre d'étudiants et aussi du personnel dans la station. On n'a pas fait ce travail aussi pour les effectifs, mais il faut aussi garder en tête qu'on a beaucoup plus de chercheurs ici à la station maintenant qu'il n'y en avait à l'origine, et même il y a 20 ou 30 ans. Alors, l'enseignement maintenant, eh bien, actuellement on est 16 enseignants-chercheurs plus 2 moniteurs parmi les doctorants, donc on a une équipe de 18 enseignants-chercheurs. On a parfois été un peu plus, une vingtaine, mais on a surtout été moins. On développe en continu de nouveaux enseignements. On a cette année inauguré une nouvelle école, alors école d'été c'était au printemps, on devrait dire école de printemps,
en écotoxicologie. Donc on a des développements continuels, des 2 stages d'été qu'on a actuellement, l'un des 2 n'a démarré que l'an dernier, donc on continue à pouvoir le faire. On renouvelle aussi beaucoup les pratiques pédagogiques, j'en dirai 2 mots aussi dans quelques minutes, avec des pratiques qu'on veut plus efficaces. Et puis il y a beaucoup d'enseignements internationaux dont on est pilote nous-mêmes. On héberge des stages d'étudiants qui viennent avec leurs professeurs, comme vous avez pu le voir par exemple il y a très longtemps avec les Suisses, avec Otto Level, etc. Ils viennent avec leurs propres professeurs et nous en fait on leur offre nos infrastructures, mais nous-mêmes on pilote des programmes internationaux. Donc on reste toujours un lieu très important pour la transmission des savoirs. Alors la transmission des savoirs aux étudiants, ce qu'on va appeler la formation initiale, également un lieu de médiation scientifique. J'ai juste 2 diapositives sur l'aquarium. Donc j'ai parlé de cet aquarium qui a été fondé en 1885. Donc voilà l'aquarium à sa création. Et déjà c'était un petit peu, je l'ai mentionné tout à l'heure avec les tableaux noirs, mais une idée de faire de la médiation scientifique. On s'en sert en enseignement aussi de cet aquarium. On amène nos étudiants dans l'aquarium qui peuvent voir dans la réalité des poissons qui vont pas, d'autres organismes qui ne vont pas nécessairement pouvoir voir autrement. L'aquarium tel qu'il était à l'origine avait été rénové au milieu du XXe siècle. Donc je pense que vous connaissez cet aquarium. Alors qu'on a déplacé, il faut savoir qu'au fil du temps il était dans un état qui était quand même assez terrible. Il y avait l'eau qui s'infiltrait dans les murs, etc. Et puis on avait des bassins qui n'étaient plus réellement d'une taille adaptée à ce que veut montrer maintenant. C'est-à-dire maintenant on veut soit de très grands bassins, soit au contraire de tout petits bassins pour pouvoir voir en particulier des éléments spécifiques. Et là on était un petit peu entre les deux. Mais c'était quand même un aquarium, malgré sa petite taille, qui était réputé, qui avait quand même une 40aine de bassins et qui permettait de voir énormément de choses. Maintenant, depuis fin 2017, on a donc notre nouvel aquarium, qui est juste derrière ce mur-là, cette fois, qui est toujours, et ça c'est une spécificité depuis le début, vous n'y verrez que de la faune locale. Il n'y a pas de poissons tropicaux, on en a un peu dans les aquariums de recherche pour des besoins spécifiques, mais c'est que de la faune locale. Il faut savoir que les poissons, je parle que des poissons, c'est une déformation professionnelle, mais il n'y a pas que des poissons, mais des organismes qu'on met dans l'aquarium, on les prend quand ils sont relativement jeunes, et puis on les relâche. Donc ils ne passent qu'une période limitée en captivité. Donc on a cette mission importante aussi donc de médiation de nos activités, de sensibilisation à la protection, et on a des activités de conservation maintenant qui sont explicites, c'est-à-dire sur des espèces qui sont en danger ou qui mettent en danger les autres. Alors pour terminer, que fait-on maintenant ici depuis 2000? Comment le laboratoire a évolué très brièvement à partir de la période à laquelle Guy Jacques a terminé son exposé? Eh bien, on était 2 unités de recherche, donc Guy en a parlé, l'unité d'océanographie et puis de biologie cellulaire et moléculaire. On est passé à 3 puis 4 unités de recherche, donc ça reflète la diversité des activités qu'on mène au laboratoire, puisqu'on a plusieurs instituts du CNRS qui portent ces unités, sciences de l'univers, écologie et évolution, et puis sciences biologiques, donc ce sont des thématiques qui sont un petit peu différentes, et puis il y a de plus en plus de monde au labo. Actuellement, on est en permanence au moins 200 au labo, donc on compte à peu près 180 personnes qui sont soit permanents, soit pour un contrat assez long, mais dans la réalité, on est toujours entre 200 et 250. Et ça, c'est un truc qu'on sait assez bien maintenant, parce que pendant la crise du Covid, il fallait qu'on compte les gens pour savoir combien on demandait de masques. Donc, je sais combien on est maintenant, à peu près, à chaque instant. Donc, on est toujours plus de 200. Et là, avec les étudiants actuellement, je pense qu'on est à 250. Donc, ça se répartit dans plus d'unités de recherche. On collabore maintenant de façon plus naturelle avec des entreprises pour avoir des activités qu'on appelle plus de la recherche, mais de l'innovation. Et on a alors des collaborations avec les entreprises, c'est des choses qui sont assez courantes dans beaucoup d'universités. Nous, on a quelques personnels permanents des laboratoires Pierre Fabre ici depuis une vingtaine d'années et qui travaillent en collaboration étroite avec les chercheurs du public. On a un espace d'hébergement de jeunes entreprises, de start-up, ça aussi c'est très récent, c'est 2017-2018. Alors, on a aussi essayé de mutualiser
une partie de nos équipements scientifiques sur ce qu'on va appeler des plateformes thématiques, les équipements pour la biologie moléculaire, pour l'imagerie, etc. Alors c'est pas juste une façon de s'organiser différente, plutôt que chacun ait dupliqué des appareils, on les rassemble, c'est surtout, parce que ça, il y a des avantages et des inconvénients à le faire ou pas, mais surtout ça nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur et de permettre à des partenaires privés ou publics de venir utiliser plus facilement nos équipements, et ça aussi ça contribue à l'ouverture de nos activités. On a parlé de la médiation avec le Biodiversarium et on s'implique de plus en plus dans des projets de sciences participatives, c'est-à-dire où les gens, les citoyens, tous les citoyens vont pouvoir eux-mêmes participer aux activités scientifiques à travers des dispositifs simples à utiliser qui permettent à tout le monde de collecter des données. Et ça, c'est des activités qui se développent de plus en plus et qui commencent à se développer. Alors au niveau des activités scientifiques, eh bien, on a suivi bien sûr l'évolution des sciences dans différents domaines. Alors la génomique, bien sûr, en particulier depuis les années 2000, on a parlé d'Ostreucoccus tori tout à l'heure. Son génome a été séquencé au laboratoire, alors c'était en 2006, on l'a publié, et puis maintenant on séquence des génomes relativement facilement et on a de plus en plus de données génomiques, ça coûte de moins en moins cher d'en avoir de plus en plus. On n'a pas forcément plus de bras et de cerveau pour les analyser. Les études d'évolution et développement aussi se sont fortement développées depuis, je dirais, 10-15 ans, avec une première équipe qui est arrivée pour étudier ce petit organisme qui s'appelle l'Amphiluxus. Enfin, une première équipe. Sigurd Goleski est souvent considéré comme quelqu'un qui est un des pionniers de l'Evo-Devo et qui était là avant, mais on ne parlait pas d'évolution-développement comme on en a parlé après. Et maintenant, on a 5 ou 6 équipes qui travaillent sur ces thématiques et Lux est très réputé pour les études d'évolution et développement qui s'y font. J'ai parlé de la génomique. Eh bien, avoir toutes ces données génomiques, ça suppose de faire des analyses de ces données à partir de bioinformatique. On se retrouve avec de très grands volumes de données à analyser. Alors, avec les données génomiques, mais pas seulement, puisqu'on est en train de développer aussi ce qu'on appelle des observatoires augmentés, c'est-à-dire une bouée d'observation. Vous avez une bouée qui est juste en face du labo, à laquelle depuis des décennies on va relever un certain nombre de descripteurs, température, salinité, etc. Mais on est en train de les équiper de capteurs et d'appareils toujours plus sophistiqués pour aller chercher plein de types de données en très grande quantité. Et donc tout ça, ça suppose des développements informatiques derrière. Et c'est des choses qui ne se font bien sûr pas qu'ici, mais là encore on est assez pionniers sur ces thématiques avec les autres stations marines de Sorbonne-Université, les observatoires. Alors ici, maintenant, on considère que nos activités se déclinent en 6 missions. Donc la recherche, j'en ai parlé, c'est une recherche qui se fait sur un champ particulièrement large à Banyuls. On va vraiment étudier les organismes de plus bas que la cellule, c'est-à-dire vraiment les molécules qui produisent, qu'on peut caractériser, jusqu'à des études au niveau des écosystèmes. Donc avec ces 4 unités de recherche, alors que je ne vais pas détailler, mais en gros vous voyez en haut à droite et en bas à gauche, vous avez 2 unités de recherche. Dans le nom de l'unité de recherche, vous avez microbes, microbiennes, donc on travaille beaucoup sur les micro-organismes à Banyuls, en particulier les bactéries marines, mais pas seulement. Au laboratoire d'écologie marine, en haut à gauche, là on va travailler beaucoup sur des invertébrés aquatiques. Et dans le BIOM, donc l'unité de biologie intégrative d'organismes marins, qui est le direct successeur de l'unité de biologie moléculaire et cellulaire. Là, c'est là qu'on fait de l'évolution et développement, donc on travaille sur des invertébrés et puis certains vertébrés comme des sélaciens, des requins ou des lamproies, sur les poissons clowns aussi, et on travaille aussi sur les microalgues et sur les virus de microalgues. Là, j'ai beaucoup simplifié, mais on a des activités extrêmement variées qu'on essaye de pouvoir faire travailler en transversalité, en collaboration entre unités. On a toujours donc des activités de formation importantes, j'en ai parlé, et dans ces activités, j'ai parlé des développements qu'on faisait en enseignement numérique. Eh bien, on s'est fait cette spécialité de pouvoir développer des enseignements en appui sur le numérique. Ils parlent et je ne peux pas les couper les sons. Voilà, on a développé des plateformes numériques
qui nous permettent d'enseigner d'une façon différente et qu'on veut plus efficace. On a donc ce nouveau, c'est toujours nos activités d'observation. On a 3 sites d'observation dans la baie de Banyuls, donc tout le monde peut voir la bouée Sola qui est juste derrière l'île Grosse, qui est à quelques centaines de mètres du bord. Il y a peu de temps, 2-3 semaines, on a installé sur le front de mer une réplique côtière de la bouée Sola, et qui est placée à un endroit, comme l'office du tourisme, de cet endroit vous pouvez voir la vraie bouée. Et sur l'écran à côté, je ne sais pas si c'est déjà en place, mais on aura les données en direct de la bouée Sola qui seront sur l'écran de la borne installée à côté. On est en train d'installer le site web qui permet de faire ça. En fait, on est en train un petit peu d'installer un parvis scientifique qu'on essaye de construire étape par étape. Donc probablement vous avez vu ce gros poulpe qui s'attache à notre paroi qui a été installé hier. Ça fait partie de ce parvis scientifique que nous allons inaugurer ces sculptures demain soir. Vous en avez 2 autres qui sont pour le moment toujours emballés jusqu'à ce qu'on espère que d'ici demain soir il n'y aura pas des petits malins pour éviter des déballés. Donc les activités d'accueil bien sûr dans ce nouveau centre d'hébergement, et puis la médiation scientifique au biodiversarium, et notre 6e mission c'est le développement économique, notamment mais pas que, à travers l'incubateur d'entreprise qui est l'incubateur Arago. Mais voilà, n'oublions pas et constatons que 140 ans après sa création, la mission première de l'Observatoire océanique de Banyuls, ça reste la recherche fondamentale, ça reste l'exploration du milieu marin, avec des techniques certes plus sophistiquées, mais finalement les missions d'origine du laboratoire, dans leur finalité, n'ont pas changé tant que ça. Ça reste toujours la recherche fondamentale, l'exploration, la formation des futurs chercheurs, et également la diffusion des savoirs à tout public. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Avant que j'oublie, Yves et Guy ont publié récemment un livre sur justement l'histoire du laboratoire Arago. Et si vous voulez, vous pouvez vous le procurer ce soir ou aller l'acheter à l'aquarium, au biodiversarium, un petit peu plus tard. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Bonsoir, merci beaucoup, c'était absolument passionnant, extrêmement clair, et très agréable à écouter. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment les choses ont évolué dans l'intégration entre le labo et la ville de Banyuls-sur-Mer et ses habitants, puisque vous parlez en ce moment d'un gros travail de parvis scientifique, mais si on retourne sur les 140 dernières années, comment est-ce que, vu du labo, vous avez vu les liens avec la ville et les habitants, s'il vous plaît? Je commence à répondre depuis après. Alors c'est vrai que l'ouverture à la ville, alors les relations au départ, vous l'avez compris, la ville de Banyuls a fortement soutenu l'implantation du laboratoire Arago, puisqu'elle a vraiment mis la main à la poche pour que le laboratoire Arago s'y implante. Après, de ce que je sais, mais Guy complétera et aura sans doute plus d'informations, c'est vrai qu'on était souvent un peu vus. Les maires actuels et anciens de la ville nous en ont parlé, c'est un peu les farfelus du laboratoire, on ne sait pas ce qu'ils font, ou alors on ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais ils ne peuvent pas le trouver souvent. Enfin, un certain nombre de buts communs qu'on peut avoir envers des chercheurs dont on ne comprend pas toujours et on ne cherche pas forcément à comprendre ce qu'ils font. Après, le laboratoire ne cherchait pas nécessairement aussi à s'ouvrir vers la commune. Je dirais, depuis 2005-2010, c'est vraiment quelque chose qui s'est énormément modifié. Où des deux côtés, je dirais, il y a beaucoup de travail d'interaction qui s'est fait. Je pense que les interactions avec la ville de Banyuls n'ont jamais été aussi fortes que maintenant. Vraiment, on est extrêmement soutenu, on a beaucoup d'actions conjointes et on le fait de façon tout à fait naturelle. Il y a 15 ans, c'était pas la même chose. Il y a 20 ans, c'était encore moins la même chose. Il faut réaliser, nous on est Sorbonne Université. Avant, c'était Pierre et Marie Curie, avec dans le logo écrit La science à Paris.
ce qui pour vous rendre pas sympathique quand vous êtes loin de Paris est quand même un très bon moyen, alors que les chercheurs ici ont des activités de recherche qui seraient les mêmes s'ils dépendaient de l'université de Perpignan, où ça ne change pas grand-chose, nos thématiques elles sont locales, bien sûr. En local, alors pas, si j'élargis un petit peu Banyuls, dans le département, on a quand même quelques concurrents académiques qui parfois ne se gênaient pas pour rappeler aux financeurs que nous, on était parisiens. C'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé. Je le ressens moi plus du tout comme ça. En tout cas, quand ça arrive, avant on le lisait dans les journaux. Moi je suis arrivé au labo au début des années 2000, je le lisais dans les journaux. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. On est très fréquemment contacté par la région. Ce matin, j'étais toute la matinée avec le président de l'université de Perpignan et une partie de son équipe. Et en fait, on réalise qu'on fait énormément de choses ensemble. Donc on est très bien intégré à la fois dans la ville et puis plus largement dans le département et dans la région. Peut-être que vous compléter. Oui, je crois qu'effectivement l'intégration avec la ville est plus forte maintenant. Il faut quand même rappeler que, même sur le plan des chiffres, le laboratoire Arago était quand même le deuxième employeur derrière le centre marin, je crois, à Banyuls. Mais c'est vrai qu'il y avait au départ une dichotomie. 99% des chercheurs venaient de la région parisienne, de l'université, et 90% des techniciens étaient locaux. Bon, mais c'est vrai que ça a quand même une intégration. Avec effectivement l'université de Perpignan, il faut se rappeler, les gens ne s'en souviennent pas, quand Claude Allègre a été ministre de l'Éducation nationale, il avait pensé l'idée du rattachement des laboratoires marins à leur université de proximité. Donc Villefranche à Nice, Roscoff à Brest et Banyuls à Perpignan. J'avais été chargé de regarder un petit peu le problème, mais je voulais ce qui n'était pas possible, c'est qu'il y avait déjà à l'époque 2 fois plus de chercheurs CNRS au laboratoire Arago que dans toute l'université de Perpignan. Vous voyez aussi les infrastructures. C'était en fait pas gérable. L'université de Perpignan n'avait pas vraiment les... Donc, première question, quelles sont les relations administratives éventuellement, parce que je pense que le laboratoire n'est pas une entité isolée, pourtant Banyuls, avec les autorités supérieures, notamment autorités publiques, ministères, CNRS peut-être. Alors, oui, alors... Et deuxième question, les ressources budgétaires ou financières du laboratoire. Là, je n'ai pas entendu avant financière. Les ressources financières du laboratoire. Les ressources financières. Les ressources financières, alors les ressources financières comme tous les organismes de recherche. Alors nous, on dépend de Sorbonne Université. Ici, les murs, tout appartient à Sorbonne Université. Maintenant, les 2 tutelles du laboratoire, c'est Sorbonne Université qui est l'hébergeur et le CNRS. D'accord? Donc chacun nous verse une subvention. On a une subvention. Alors l'université reçoit, elle, du ministère tous les ans une subvention pour charge de service public, et puis ensuite la redistribue à ses différentes composantes dont les stations font partie. Et le CNRS, de même, tous les ans, nous verse des subventions. Donc on a et subvention qui permet de fonctionner. Alors en ce moment, ça permet juste de fonctionner, c'est-à-dire qu'on paye les fluides, on paye l'électricité, etc. On a l'université du CNRS, bien sûr, qui paye les salaires de des personnels qui sont ici, qui sont à peu près à moitié CNRS, à moitié université en termes numériques. Je pense qu'à peu de choses près, c'est 50-50. Sinon, on a des ressources propres qu'on génère, les entrées au biodiversarium. Donc ça paye les gens qui travaillent au biodiversarium. Notre idée, c'est que plus on a d'entrées, plus ces gens-là n'ont pas de salaire. Et on aimerait que plus il y a d'entrées, plus pour nous, ça nous permet de développer d'autres choses. Les ressources de l'accueil sont aussi assez importantes, c'est-à-dire que dans le centre d'hébergement, on a bien sûr nos étudiants. Alors on pourrait se dire que ça nous rapporte de l'argent. Alors à nous, oui, en fait, l'université paye l'hébergement des étudiants. Donc il y a de l'argent qui nous gagne. Nous, on a l'impression qu'on gagne de l'argent. L'université, c'est bien, c'est eux qui payent. Mais par contre, on organise aussi des congrès. Alors pas forcément autant qu'on voudrait, parce qu'on priorise les étudiants, bien sûr. Parfois, des vice-présidents à l'université se disent « Prenez pas les étudiants, prenez que des congrès ». Ah oui, mais nous, on n'est pas hôteliers. On peut le faire, mais ce n'est pas notre vocation. Donc il faut rappeler notre première mission, c'est pour ça que je l'ai réécrit ici. Mais ça, le biodiversarium plus l'accueil, ça permet de payer entre 10 et 15 personnes ici.
plus le fonctionnement de tout ça. Voilà, et quand ça marche bien, eh bien, ça permet d'avoir plus de ressources propres pour faire d'autres choses. Et sinon, bien sûr, il y a aussi beaucoup de contrats de recherche. L'essentiel de l'argent qui sert à la recherche vient de contrats que les équipes, les unités obtiennent donc auprès de l'ANR, auprès de l'Europe, auprès de financeurs privés, publics. Enfin, il y a beaucoup de contrats de recherche qui est l'essentiel des ressources qui font tourner la recherche. Par contre, pour le fonctionnement, c'est beaucoup les subventions directes et puis les ressources propres dont j'ai parlé. Juste un petit compliment historique. Le CNRS a commencé à aider les laboratoires marins à partir du moment où il a créé les laboratoires associés dans les années 65-70. Avant, le CNRS n'intervenait pratiquement pas. Et à partir de là, il y a eu une montée en puissance avec les labos associés et avec des recherches coopératives sur programme, des actions. Donc on peut tabler sur 70 à peu près pour une entrée du CNRS qui finance aussi totalement les bateaux. Les navires. Là, en fait, actuellement, tout ce qui est bateau marin, c'est rattaché directement à une direction, la direction technique de l'INSU. Donc c'est pas, j'allais dire, nous qui les gérons. C'est tout est pris en charge par la DTINSU qui paye nos marins. On a 4 marins, 2 bateaux. Et c'est de l'entretien, c'est de la maintenance. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on achète des appareils, etc., on est très content qu'on les a. Puis après, il faut payer les contrats, il faut payer donc la maintenance, les pannes. Et très très vite, ça coûte des prix qui sont très importants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on essaye, quand c'est pertinent, de mettre les appareillages sur ce qu'on va appeler des plateformes, parce qu'il y a des gens qui sont dédiés à s'occuper que des plateformes et aussi à essayer de générer avec des ressources extérieures, avec des clients privés, d'autres clients académiques, des ressources qui permettent d'assurer cette maintenance. Bon, c'est très facile quand on le dit, ça va être plus compliqué quand on le fait, surtout dans un endroit excentré comme celui-là. Mais ça, c'est une façon, j'allais dire, de mieux utiliser l'argent public. Voilà. Je dis ça parce qu'il faudrait qu'on fasse du bénéfice tout le temps, et je ne suis pas sûr que ce soit notre vocation. Bien sûr, si on en fait, tant mieux, mais on est aussi là pour faire avancer les connaissances, et les ressources publiques servent à ça. Mais il faut les utiliser le mieux possible et essayer d'être le plus à l'équilibre possible. Bonsoir, merci beaucoup pour ce résumé d'un siècle et demi quasiment. J'ai été surpris d'entendre que Pierre Fabre était en lien du coup avec les labos et l'observatoire, et du coup j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui peut les intéresser dans les algues et les milieux aquatiques pour ça. C'est une très bonne question. En fait, ça date de plus de 20 ans. Je pense que ça a démarré en 2000, avant que je sois ici. Et ce qui a intéressé les laboratoires Pierre Fabre, et Pierre Fabre lui-même, donc qui est décédé maintenant il y a quelques années, mais c'était vraiment, vous savez, les compagnies pharmaceutiques souvent vont explorer la diversité des plantes, alors on imagine sous les tropiques, mais pas seulement. Une très grande partie des actifs pharmaceutiques, pour les médicaments, mais pas seulement, vient en fait du monde vivant, vient des plantes. Là, l'idée était se développer la microbiologie marine pas mal à Banyuls. L'idée était d'explorer les actifs potentiels, les molécules qui venaient des bactéries marines. Et ici, donc, on étudiait déjà beaucoup les bactéries marines, et il y a une souchothèque de bactéries, c'est-à-dire qu'au gré des missions, les gens isolent des bactéries qui vont préserver et garder donc, dans cette souchothèque. Mais ces bactéries, pour les caractériser, chaque bactérie, c'est tout un travail. Ce qu'elle produit, sur quel milieu elle peut croître, qu'est-ce qu'elle produit comme molécule, sous quelles conditions. Et donc, dans cette souchothèque, il y a déjà une mine d'études. Donc c'est au départ ça qui a intéressé Pierre Fabre, c'était de voir si en explorant, donc c'était très exploratoire en fait, si on pouvait trouver des actifs qui pouvaient servir à des développements, alors plus en dermocosmétique qu'en médecine. En fait, les médicaments, c'est très compliqué de se rentrer avec les médicaments parce qu'il y a des contraintes terribles. Alors souvent, on explique les énormes profits que font les compagnies pharmaceutiques quand ils vendent des médicaments. Il faut bien se rappeler que pour une molécule produite, il y en a 1000 qui n'ont pas marché, ça coûte le même prix. Donc ils ont même tendance à plutôt faire des petites variations sur ce qu'ils connaissent déjà qu'à faire de l'exploratoire parce que c'est un gouffre. Et il y a parfois un best-seller qui va un petit peu rembourser ça. Voilà, donc c'est plus simple de changer un petit peu le best-seller puis de continuer à faire du profit plus que d'essayer de trouver de nouvelles molécules. Par contre, quand on est au niveau dermo-cosmétique, qui se vend un peu comme des médicaments, mais en gros, il faut surtout prouver que ça ne fait pas de mal. Et là, on est aussi sur
le même type d'actif en fait, mais on a moins de contraintes et on a moins d'exigences non plus sur les bienfaits des crèmes qui vous rendent plus jeune, gris, voilà. Mais il y a quand même aussi une partie de leurs activités qui sont donc en lien avec l'écologie microbienne, puisqu'en fait les microbiologistes ici, c'est beaucoup qui regardent comment vivent les communautés microbiennes entre elles, c'est les écologues microbiens. Et une idée, que d'autres compagnies ont développé aussi, c'est de développer des produits qui vont respecter l'équilibre microbien de la peau, pas juste de dégager toutes les bactéries. Eux, ils vont dire arrêtez de vous laver les mains tout le temps parce que vous enlevez votre biofilm bactérien qui aussi vous protège. Donc on peut aussi essayer de développer des produits qui vont permettre de faire ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident de faire le lien, on ne fait pas de pharmaco ici, on ne fait pas de ce qu'on cherche d'habitude dans les compagnies pharmaceutiques. Donc c'était un truc assez exploratoire. Je reviens dans le cadre du rapprochement entre le laboratoire Arago et le public et Banyuls. Notre association, les Amis du laboratoire Arago, cherche aussi à participer à cette action, à travers toutes les conférences mensuelles qu'on fait, les mercredis de la connaissance, où tout le monde peut venir, voilà. Que je voulais rajouter. Non, mais vous avez absolument raison, et ça marche très bien. C'est souvent les conférences qui fonctionnent le mieux, et c'est des choses qui sont très importantes. On essaye de plus en plus, d'ailleurs, de faire des conférences, pas seulement ici, mais un peu partout. Moi, je sais que je suis assez souvent sollicité maintenant, plus par des villes qui sont à l'intérieur, parce qu'on essaye un petit peu de le faire. Mais ça, c'est vrai que les scientifiques qui donnent des conférences grand public, c'est quelque chose, j'allais dire, d'assez naturel, d'ailleurs souvent qu'on aime faire, on ne les force pas les gens à faire des conférences, pour se dire, je suis fatigué, j'ai fait 10 conférences, mais il n'y a personne qui est obligé d'en faire une, ils le font parce qu'ils aiment ça, et ils sont très heureux de le faire. Après, les activités d'ouverture, de médiation, de projets communs, par exemple là on a un projet avec la ville sur la gestion des plastiques, des déchets diffus, puisqu'ici on a beaucoup d'activités sur la pollution plastique, la dégradation du plastique, toujours par nos fameuses bactéries marines, on y revient. On a ces projets très importants avec la ville de Banyuls qui veut s'y impliquer. Et là, on a des relations qu'on a construites, qui ne sont pas automatiques. Et je pense que c'est vraiment au bénéfice de tous. Je pense que la commune actuelle réalise vraiment que pour elle, c'est un plus d'avoir l'observatoire, le biodiversarium, l'aquarium, qui lui permet de se distinguer finalement d'avoir une identité propre. En tout cas, et le pari scientifique, il va exactement dans cette logique. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la richesse de l'histoire scientifique de Banyuls. Mais quand je dis on est nous non plus, on ne se rend pas compte. Là, je veux dire, il y a une exposition et des livres sur Châton, il va y en avoir sur la Case-Luthier, donc on a écrit ce livre-là. Marie-Odile avait écrit aussi un article sur les prix Nobel et Banyuls, puisqu'on a des personnages extrêmement importants dans la biologie tout court, pas dans la biologie du sud de la France ou de l'est de la France. Académiciens. Oui, exactement. Et prix Nobel aussi, qui sont passés par Banyuls. Mais on a des gens extrêmement importants, et je pense que nous, on ne l'a pas assez valorisé. La tombe de la Case-Luthier, le panneau qui dit tombe de la Case-Luthier par là, il est là depuis l'été dernier parce qu'on a fêté le bicentenaire. Les gens ne le savaient pas, mais je pense que beaucoup de gens au labo ne le savaient pas. Et c'est pas de leur faute, il faut communiquer là-dessus. Donc on a encore toute une histoire importante à valoriser, qui est importante pour nous, mais aussi pour l'identité de l'EF. Pas d'autres questions? Je fais la réponse. Merci encore à vous deux pour cette présentation. Merci à vous d'être là ce soir. Et je vous le rappelle, si vous voulez vous procurer donc, le livre sur l'histoire du laboratoire Arago, il est disponible à l'achat ce soir. Et sinon, vous pouvez le retrouver au Biodiversarium. Voilà. Merci. Bonne soirée.